Mississippi, 1850. Vous vous appelez Samuel. Pas officiellement. Officiellement, vous n'avez pas de nom de famille. Les esclaves n'ont pas de nom de famille dans l'État du Mississippi en 1850. Vous avez un prénom que votre maître vous a donné. Mais votre mère vous appelle Samuel, et c'est le nom que vous portez à l'intérieur. Celui qu'on ne peut pas vous prendre. C'est votre vie. En tant qu'esclave dans les plantations américaines. Mississippi, 1850. Vous êtes né ici, sur cette plantation. Votre mère y est née aussi. Sa mère y est née. 3 générations dans le même champ de coton, sous le même soleil. Pour le même homme qui ne vous voit pas vraiment, il y a 4 millions d'esclaves aux États-Unis en 1850. 4 millions. Dans un pays qui a écrit dans sa constitution que tous les hommes sont créés égaux. Ces 2 choses existent en même temps. L'Amérique les porte toutes les 2 depuis 1776. Vous vous levez avant le soleil. Chaque jour. Pas parce que vous voulez, parce que la cloche sonne. Et quand la cloche sonne, vous vous levez. Les champs de coton commencent à 100 mètres de la cabane où vous dormez. Vous y arrivez quand le ciel est encore gris. Vous en partez quand le ciel est noir. Entre les 2, du coton. Des rangées infinies de coton blanc sous le soleil du Mississippi. On vous a appris à cueillir depuis l'âge de 6 ans. À 10 ans, vous cueilliez déjà votre quota. À 20 ans, vous étiez l'un des meilleurs cueilleurs de la plantation. Ce n'est pas une fierté, c'est juste ce qui vous gardait en vie. Les esclaves qui ne remplissent pas leur quota sont punis. Vous avez appris très tôt ce que ça voulait dire. Vous ne manquez jamais votre quota. La loi dit que vous êtes une propriété, comme les chevaux, comme les outils, comme la terre. La loi dit que vous pouvez être vendu, séparé de votre famille, envoyé dans un autre État, sans votre consentement, sans votre opinion, sans que personne vous demande quoi que ce soit. La loi dit que vous ne pouvez pas apprendre à lire. Dans l'État du Mississippi, enseigner à lire à un esclave est un crime, pas une infraction, un crime, parce que les hommes qui ont écrit ces lois savaient exactement ce qu'ils faisaient. Un homme qui sait lire peut lire les journaux. Un homme qui lit les journaux peut savoir ce qui se passe. Un homme qui sait ce qui se passe peut imaginer autre chose. Et un homme qui imagine autre chose devient dangereux. Votre mère vous a appris à lire en secret, la nuit, à la bougie, les lettres tracées dans la terre battue, puis effacées avant le matin. Elle risquait sa vie pour ça. Vous avez mis des mois à comprendre pourquoi. Puis vous avez compris. Parce que lire, c'était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas posséder. Votre pensée leur appartenait pas. Votre corps, oui. Votre travail, oui. Votre temps, oui. Mais pas ce qui se passait derrière vos yeux. Jamais ça. Vous avez une femme. Elle s'appelle Ada. Elle appartient à la même plantation. Vous avez de la chance. Certains couples sont séparés et vendus dans des États différents. Vous avez 2 enfants, un garçon de 7 ans, une fille de 4 ans. Chaque matin, quand vous partez au champ, vous les regardez dormir. Parce que vous savez que dans ce pays, en 1850, un enfant peut être vendu, séparé de sa mère, séparé de son père. Et ni vous ni Ada ne pouvez rien faire. Vous le savez. Vous vivez avec ça chaque jour. La peur ordinaire d'un père ordinaire, transformée en quelque chose d'autre par un système qui rend vos enfants achetables. La résistance ne ressemble pas toujours à une rébellion. Parfois, elle ressemble à chanter, les chants du dimanche, les spirituals que vous chantez à l'église, la petite église en bois que le maître permet parce qu'il croit que ça vous rend docile. Il ne comprend pas les chants. Il ne comprend pas que certains chants parlent du nord, du chemin de fer clandestin. Des étoiles qui montrent la direction. L'étoile polaire, toujours au nord. Suivez-la boire. Les Noirs du Sud américain appelaient l'étoile polaire la drinking gourd, la grande louche. Les chants disaient « Suivez la grande louche ». Et les esclaves qui s'enfuyaient comprenaient. Vous n'êtes pas encore partis. Vous ne pouvez pas partir seul, pas avec Ada. Pas avec les enfants. Trop dangereux.
trop loin. Mais vous connaissez les chants, vous les apprenez à vos enfants, pour qu'ils sachent où est le nord, pour qu'ils sachent qu'il y a un nord. Il y a des gens qui résistent autrement. Nat Turner, vous connaissez son nom. Tout le monde dans les plantations du Sud connaît son nom. En 1831, dans la Virginie voisine, il a mené une rébellion. 55 Blancs tués. L'État entier sous la terreur pendant des semaines. Nat Turner a été capturé et exécuté, mais son nom a survécu. On vous interdit de prononcer son nom. Vous le murmurez la nuit, parce que les noms des résistants sont une forme de résistance. Frederick Douglass, né esclave dans le Maryland, s'est enfui, a appris à lire, a écrit sa vie. En 1845, son autobiographie est publiée. Un esclave fugitif qui écrit un livre, qui parle devant des milliers de personnes, qui devient l'une des voix les plus importantes d'Amérique. Vous ne pouvez pas lire son livre légalement, vous l'avez lu quand même, une page à la fois. La nuit, caché, Harriet Tubman, née esclave. Enfuie en 1849, l'année dernière, elle est partie seule vers le nord, et puis elle est revenue, plusieurs fois, pour faire partir d'autres. Il l'appelle Moses, comme le Moses de la Bible qui a libéré son peuple. Elle dit qu'elle n'a jamais perdu un seul passager sur le chemin de fer clandestin. Pas un seul. Vous pensez à elle souvent. La nuit, dans la cabane, quand les enfants dorment. Vous pensez à ce que ça doit faire de marcher vers le nord en sachant que des hommes armés vous cherchent. Et de le faire quand même. 1850. Le Congrès américain vote le Fugitive Slave Act, la loi qui dit que les esclaves fugitifs doivent être renvoyés dans le Sud, même s'ils atteignent les États libres du Nord. Même à Boston, même à New York. Le Nord n'est plus vraiment libre. Même là-haut, on peut vous attraper. Vous et Ada en parlez la nuit. Le Canada, peut-être. Peut-être le Canada. Votre fils a 7 ans. Dans 10 ans, il aura 17 ans. Un jeune homme fort dans une plantation du Mississippi. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce qui se passe aux jeunes hommes forts dans les plantations. On les vend quand les prix montent. On les sépare de leur famille. On les envoie dans les champs de canne à sucre de Louisiane où les conditions sont encore pires. Vous regardez votre fils dormir et vous décidez quelque chose. Vous ne savez pas encore quand, vous ne savez pas encore comment. Mais votre fils ne grandira pas dans ces champs, pas si vous pouvez l'empêcher. Ce que vous ne savez pas encore, ce que personne dans les plantations du Mississippi ne sait encore vraiment, c'est que le monde est sur le point de basculer. Dans 11 ans, Abraham Lincoln sera élu président. Dans 11 ans, les États du Sud feront sécession. Dans 11 ans, la guerre civile commencera. Dans 13 ans, la proclamation d'émancipation. Dans 15 ans, le 13e amendement abolira l'esclavage. Vous avez 28 ans en 1850. Vous pourriez vivre assez longtemps pour voir ça. Votre fils le verra certainement. Votre fille aussi. Ce que vous avez transmis à vos enfants. Les lettres tracées dans la terre la nuit, les chants qui montrent le nord, les noms des résistants murmurés dans l'obscurité, la conviction que votre dignité ne leur appartient pas, que votre pensée est à vous, que votre nom, votre vrai nom, est à vous, tout ça a survécu. Tout ce qu'ils ont essayé d'effacer, tout ce qui a résisté, la culture, la musique, la langue, la foi, la famille, transmis de génération en génération dans les conditions les plus impossibles. Et aujourd'hui, le blues vient de là, le jazz vient de là, la soul vient de là, le gospel vient de là. Des pans entiers de la culture américaine, et donc mondiale, viennent des cabanes des plantations du Mississippi, viennent des chants du dimanche, viennent de la résistance de gens comme vous. Ils ont essayé d'effacer votre nom. Ils n'ont pas pu effacer votre histoire. Si vous voulez comprendre ce que ça faisait vraiment, pas les chiffres, pas les dates, pas la version simplifiée, mais ce que c'était d'être une personne complète dans un système conçu pour nier votre humanité, abonnez-vous. Chaque semaine, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a traversé quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. La prochaine fois, une autre vie impossible vous attend.